Enquête Rodin première. Bonsoir à tous, merci d'être restés avec nous. Avec Harold, nous vous invitons à mener l'enquête. Nous partons sur les traces de Rodin. Vous vous souvenez qu'un buste de Rodin avait été vendu lors d'une émission quotidienne, Harold? Ben oui, magnifique, un grand moment de l'émission à faire conclure. Un bronze avec une signature prestigieuse. Puisqu'il est signé Auguste Rodin. Non. Donc nous allons vous proposer de savoir ce qu'est devenu ce buste, s'il a été revendu, racheté, et puis surtout une enquête sur l'évolution du style de Rodin au fil des ans. Nous allons déambuler dans Paris, visiter des musées, rencontrer le spécialiste mondial de l'œuvre de Rodin pour essayer de comprendre un petit peu son évolution stylistique. Et vous allez voir, on n'est pas à l'abri des surprises. Et puis nous irons aussi au musée Camille Claudel pour tenter de cerner l'influence du maître sur son élève et de l'élève sur son maître. Bref, une suite de soirées passionnantes. Notre enquête débute à Paris, à la recherche du buste de Suzon dont nous avions perdu la trace. Après avoir fouillé et suivi quelques pistes plus ou moins fructueuses, nous avons rendez-vous chez un commissaire-priseur, maître Colin Dubocage, établi dans le 9e arrondissement de Paris. Il a des révélations à nous faire. Maître, Bonjour merci de nous deux. accueillir. Bonjour Sophie. On fait un chèque à Voilà. 1,5 m pour être... Alors, on va se mettre face à la caméra, sinon ils vont nous voir de dos, voilà, comme ça. Et on vient donc pour notre enquête sur le buste de Suzon, de notre Suzon, dont on avait perdu la trace, et puis finalement on l'a retrouvé du côté de chez vous. Et voilà, les objets voyagent et c'est jamais statique. Passent de main en main, de collectionneur en collectionneur, d'émission au commissaire-priseur. Et donc, Suzon est arrivé en provenance de votre émission et qui est arrivé ici pour être mis en vente. Et donc, le temps de faire quelques recherches pour savoir exactement, même si vous aviez beaucoup préparé les choses, évidemment, on parle de Rodin, donc il faut savoir ce qu'on vend. Il y a un mois à peu près d'études, de photographie, et puis on la retrouve au mois de mars dans une vente cataloguée. On l'avait estimé 3 à 5 000 euros. Et elle trouve un acquéreur. Évidemment, évidemment. On parle de Rodin. Et la personne qui a acheté votre Suzon, c'est une collectionneuse de sculptures. Mais quand ça arrive chez elle, là, elle l'a acheté peut-être un peu... Spontanément. Et puis elle commence à... C'est le plaisir du collectionneur, c'est de regarder ce qu'on a acheté, de découvrir et de vivre avec. Et là, elle voit que c'est un peu une œuvre d'édition quand même. Elle ne retrouve pas son Rodin, quoi. Elle ne se voit pas son Rodin. Elle aime plutôt le Rodin et post-Rodin, c'est-à-dire que Rodin, c'est l'élève de Carrier-Belleuse, mais c'est aussi le maître de Bourdelle. Il y a toute une grande génération derrière. Et elle, en fait, c'est ça qu'elle aime. Et elle le réalise quand elle pose ça chez elle. Et alors, elle a regretté son achat? Elle n'a pas regretté son achat. Mais en même temps, elle voit que ça existe en bronze, que ça existe en bronze doré, en biscuit, etc. Et elle aime les choses exclusives, you know? So exclusive. Ouais. Et donc là, c'est un peu... Et donc, elle se dit... En même temps, c'est un grand classique pour des collectionneurs, d'acheter, de revendre. Mais peut-être pas aussi vite. Peut-être pas aussi vite. Mais c'est vrai que le buste de Suzon a été particulièrement diffusé. On en connaît en bronze avec plusieurs patines, parfois des patines foncées. C'est les recherches qu'on a fait quand on l'a préparé. Là, on le voit. Alors ça, c'était celui qu'on a vendu à l'émission. Ça, c'est celui qu'on a vendu avec une patine... Une patine dorée, mais qui était un petit peu usée. Dédorée. Là, on a la version en biscuit. En biscuit. Là, en porcelaine. Moins cher alors celui-ci. Alors c'est un peu moins cher, mais ça vaut quand même 3-4 000 euros. Oui, 3-4 000 euros. Parce que c'est fragile. Donc il y en a avec le temps, beaucoup qui ont disparu. Voilà. Et ça, c'est le même que le vôtre. Doré. Mais entièrement doré. Entièrement doré. Avec une belle patine. Alors, j'ai peur qu'ils aient fait redorer la Suzon. Pourquoi vous avez peur? Parce que c'est la vie d'un objet que d'être dépatiné et qu'un objet qui a vécu, il faut l'aimer comme ça.
et que vous allez avoir des gens qui aiment l'aspect usé et l'aspect vécu d'un objet qui a 150 ans. Donc ça veut dire que s'ils l'ont fait redorer, Eh ben, elle va perdre de sa valeur? Elle va pas forcément perdre, mais elle va aller dans un autre public. Oui. Elle va avoir quelque chose C'est ça. qui... Et elle va un peu perdre son âme aussi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ce buste de Suzon avait été retrouvé dans les décombres d'un immeuble qui avait été bombardé. Donc ça fait partie de son histoire. Ça fait aussi, partie de son histoire. Cette perte de patine. Donc en la redorant, on lui enlève un peu une partie de son âme, peut-être. Voilà, on la camoufle un peu. Est-ce que c'est vous qui allez la revendre? Non, elle part ailleurs et elle part a priori, parce que les gens sont très discrets, en Hollande. Et donc ça fait faire partie, c'est un nouvel épisode. C'est-à-dire que les objets ont une vie, quoi. Merci de nous avoir accueillis. Je suis content. J'ai décidément envie d'en savoir plus sur ce fameux buste de Suzon. A-t-il joué un rôle clé dans la vie et la carrière de Rodin? Pour le savoir, Harold et moi partons dans le 8e arrondissement qui abrite en son sein le comité Rodin, créé en 2004 par notre hôte de ce jour, le très érudit Jérôme Leblay. Et j'espère bien en découvrir davantage. Alors là, nous avons la chance d'avoir le grand spécialiste de Rodin, Jérôme Leblay, membre du comité Rodin. Donc vous êtes habilité à donner un avis d'expert pour reconnaître un faux, d'un vrai, ce genre de choses? On fait appel à vous pour ce genre de choses? Exactement, c'est-à-dire que nous travaillons pour le marché de l'art, d'une manière générale, tous les grands commissaires-priseurs, que ce soit Drouot ou les anglo-saxons. Nous travaillons pour les musées, nous révisons régulièrement les collections des plus grands musées, parce qu'ils ont parfois des connaissances incomplètes. Nous travaillons pour les collectionneurs privés, nous travaillons pour toute personne intéressée à connaître la vérité sur et les caractéristiques de son œuvre. Alors on a envie d'en savoir plus sur le parcours de Rodin. Le buste de Suzon, c'est une œuvre importante pour lui? Le buste de Suzon, qui date donc de 1872-1873, est tout à fait typique de la production de Rodin de l'époque. Il a l'habitude à cette époque de faire de nombreux petits bustes qu'il vend très rapidement, mais jamais de cette taille-là et jamais avec ce succès-là. La Suzon possède un certain nombre d'attributs qui vont dater la sculpture. Elle a un médaillon, elle a une chevelure très datée d'une certaine époque, elle a un bandeau, on a une parfaite symétrie du visage, des épaules. On a un petit mouvement, mais on n'est pas dans une torsion. On est vraiment sur une sculpture 19e, de goût relativement bourgeois, de plaisant, de décoratif. Il fait des choses commerciales. D'où son regret un peu à la fin de sa vie où il appelle ces choses des bibelots parce que il n'avait pas le temps d'y mettre toute la création qu'il voulait. Mais c'est une étape très importante dans sa vie. Alors on va revenir justement sur son parcours, sur sa vie. Il naît donc en quelle année, à quel endroit, dans quel environnement? Alors, il naît en 1840, le 12 novembre 1840, à Paris, dans le quartier Mouffetard, derrière le Panthéon. Il est né dans un milieu qu'on va appeler modeste, de petits fonctionnaires. Son père est la seule personne qui travaille dans la famille, donc il est protégé, si vous voulez, d'une certaine manière matériellement, mais on ne lui permet pas d'envisager une carrière dans les arts. Des parents qui s'intéressent à l'art? Pas du tout, pas du tout. Il était myope et sa myopie n'avait pas été détectée, donc il était mauvais à l'école et il passait son temps à dessiner. Ah ouais. Ses parents ont été intelligents, ses parents l'ont engagé dans une école gratuite qui s'appelait l'École impériale de dessin. Donc on l'avait repéré, un trait quand même qui sortait de l'ordinaire. Tout à fait, mais c'était pour devenir vraiment un artisan. Son ambition dans sa jeunesse était évidemment d'entrer à l'école des Beaux-Arts et de suivre le parcours royal, c'est-à-dire les Beaux-Arts, le Grand Prix de Rome et puis le séjour à Rome. Il a échoué. Il a tenté 3 fois, il a été accepté en dessin, mais il a été refusé en sculpture, parce qu'il lui manquait l'éducation classique, qui était le nécessaire, l'obligation pour sortir le sujet qui allait plaire aux professeurs et aux juges de l'école des Beaux-Arts. Donc il échoue par un manque de connaissances et heureusement Paris commençait à se développer, on commençait à être dans la période haussmannienne où Paris avait besoin de mains pour concevoir les bâtiments. Il fallait un métier concret. Exactement. Donc il collabore à la semaine, à la journée avec des entrepreneurs pour construire tous ces balcons, toutes ces décorations, ces stucs. Il moule, il sculpte. Il taille la pierre. Il va participer à de nombreux bâtiments dans Paris dont on n'a pas obligatoirement trace. Et on a très probablement dans Paris énormément d'œuvres de Rodin sans qu'on le sache. Anonymes.
Alors, entre quel âge et quel âge il est artisan, alors? Alors, il l'est jusqu'en 1870, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 30 ans. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Carrier-Belleuse, qui va un petit peu modifier le cours de sa vie. Exactement, Carrier-Belleuse est le grand sculpteur du Second Empire. Et, À Paris? À Paris. Et donc Carrier-Belleuse va l'engager justement comme une petite main d'ailleurs tellement douée que on sait que Rodin va créer des œuvres et qu'elles seront signées de Carrier-Belleuse. Et donc Rodin va, en tant que petit assistant du plus grand sculpteur de son époque, évidemment parfaire sa technique. Et puis ensuite, Carrier-Belleuse est appelé à travailler à Bruxelles pour certains projets importants, notamment la bourse de commerce. Donc il le suit. Rodin va exécuter les frises, qui sont des petits poutis, des petits angelots qui transportent des barils. À Bruxelles ? À Bruxelles. La ville de Bruxelles se développe très rapidement, est très riche, et il y a plus d'opportunités qu'à Paris où la compétition est très très grande. En 1871, Auguste Rodin s'exile quelque temps en Belgique pour travailler dans l'atelier de son maître, Albert Ernest Carrier de Belleuse. Il va enfin sortir de la misère. Rodin part en Belgique dans un but purement alimentaire. Il a vraiment besoin de gagner de l'argent. C'est un sculpteur non reconnu qui gagne quelques francs, qui sort à peine de la masse des maçons et des ouvriers qui travaillent sur les chantiers pour Carrier-Belleuse et pour les décorateurs de l'époque. Il est évidemment exploité par Carrier-Belleuse et il en génère une colère, une envie personnelle de se développer par lui-même. Donc il se sépare de Carrier-Belleuse et il va commencer à produire, grâce à ses réseaux, grâce aux nombreux bourgeois amateurs d'art, des petits portraits. Donc il va faire des petits portraits de jeunes femmes. Parfois ce sont même des commandes, parfois ce sont même des familles qui payent pour avoir le portrait de leur fille réalisé par un jeune sculpteur. En 1872, il fait dans le même esprit de ces petits bustes allégoriques, le buste de Suzon, qu'il a la chance de pouvoir vendre à la Compagnie des Bronzes, qui est une compagnie d'édition, un marchand d'art et un fondeur très puissant. Donc c'est son premier gros succès. C'est son premier gros succès. C'est son premier tube. C'est son premier tube, exactement. Tout cela m'intrigue et je veux en savoir plus sur la naissance du buste de Suzon. Dans la commune de Molenbeek, à Bruxelles, nous poursuivons nos recherches. Nous nous rendons à la Compagnie des Bronzes, la plus grande fonderie belge de bronze d'art. C'est ici que tout a commencé pour Rodin, ici que fut coulé le bronze de la belle Suzon. Et Françoise Marneffe, historienne de ce fleuron industriel de la deuxième moitié du 19e siècle, va nous livrer de précieuses informations. Qu'est-ce qu'on y faisait dans cette Compagnie des Bronzes exactement? La Compagnie des Bronzes était une fonderie d'art qui était très réputée et qui s'est installée donc à Molenbeek en 1862, mais qui avait déjà été créée auparavant en 1854 dans le centre de Bruxelles. La Compagnie des Bronzes était connue pour deux secteurs d'activité. D'abord la statuaire monumentale et aussi parce qu'on y fabriquait des luminaires et des bronzes de décoration qui ont orné les intérieurs bourgeois. Le bronze d'art, en fait, était très réputé en France, notamment à Paris. Donc la mode était bien installée et cette mode va percoler en fait vers la Belgique qui est en pleine expansion. Il faut se rendre compte que la Belgique, elle est née en 1830. Donc voilà, c'est un tout jeune État et donc qui construit des immeubles, des bâtisses qu'il faut décorer et qu'il faut éclairer. Et donc la Compagnie des Bronzes, elle va développer la production d'appareils d'éclairage en bronze et la production d'objets de décoration, et notamment de statuettes d'artistes, parce que cette bourgeoisie, elle est ravie de montrer chez elle des œuvres d'art, d'artistes plus ou moins reconnus. Et donc c'est un nouveau marché que la Compagnie des Bronzes va investir complètement et qui est rendu possible par le fait que les techniques vont évoluer. On va pouvoir reproduire des œuvres d'art quelque part en série. On est vraiment à la limite entre l'art et l'industrie. Et donc des sculpteurs comme Rodin vont aller vers la Compagnie des Bronzes pour réaliser des éditions en bronze de leurs œuvres d'art. Notre enquête nous conduit aux archives générales du royaume où sont conservés tous les documents de la Compagnie des Bronzes. Nous allons y découvrir des informations très intéressantes.
C'est un fonds très important parce qu'il représente 177 mètres linéaires d'archives d'une entreprise qui a vécu environ 125 ans. Et le fonds contient également 15 000 dessins et photographies. Donc c'est vraiment un fonds très très intéressant et on va pouvoir y trouver la trace de l'achat du buste de Suzon par la Compagnie des Bronzes et à quel rythme elle a été fabriquée. Mais alors, comment Rodin et la Compagnie des Bronzes sont-ils entrés en contact? Alors on sait que c'est la Compagnie des Bronzes qui l'a contacté. On a un courrier de l'administrateur délégué de la Compagnie des Bronzes qui s'adresse à Rodin. Il lui demande de passer à la Compagnie des Bronzes pour discuter du buste de Suzon. Et c'est comme ça que les choses s'enclenchent. Donc en fait, Rodin va vendre un plâtre qui va être le modèle et un marbre à la Compagnie des Bronzes. C'est dans un registre des achats de la Compagnie des Bronzes, précieusement conservé aux archives du Royaume de Belgique, que l'on trouve la trace écrite de cette vente. Alors, voilà. Donc ceci est le registre des modèles acquis par la Compagnie des Bronzes entre 1861 et 1931. Donc ici, on trouve des listes, des noms d'artistes qui ont vendu les modèles. On voit à quel prix la Compagnie des Bronzes a acheté les modèles. Et effectivement, je trouve ici Monsieur Rodin à Ixelles, le 9 novembre 1875, un buste Suzon en marbre, ainsi que le modèle en plâtre ensemble, pour 750 francs. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix a été souligné au crayon et il y a un autre prix en dessous, donc de 1275 francs. Et vraisemblablement, la Compagnie des Bronzes a d'abord acheté le modèle et après a pris la décision d'acheter tous les droits de reproduction à Rodin et de ne pas fonctionner via un système de pourcentage en fait et de droits d'auteur. Donc ici, la Compagnie des Bronzes a racheté l'intégralité des droits. La pratique de vendre un modèle à une fonderie qui va devenir alors éditrice était courante. En fait, il y avait deux possibilités. Soit l'artiste vendait son modèle et tous les droits de reproduction à la fonderie, qui alors après était libre de reproduire en un nombre d'exemplaires illimité pendant une durée illimitée. Soit, en fait, on procédait via un contrat qui fait que l'artiste recevait à chaque vente un pourcentage qui correspondait aux droits d'auteur. Et au fil du temps, c'est plutôt la deuxième version qui va s'imposer. Mais à l'époque de la vente du buste de Suzon, il est de coutume de céder tous ses droits. Auguste Rodin, encore jeune sculpteur sans le sou, ne fera pas exception. Et la Compagnie des Bronzes va exploiter pleinement ses droits de reproduction en utilisant le modèle en plâtre acquis à bas prix pour couler des bronzes. Le modèle est acquis en 1875. On sait que jusque 1879, il n'a pas été coulé à de nombreux exemplaires. Par contre, en 1880, on voit que là, il y a une vingtaine d'exemplaires qui sont fabriqués. En 1880, il y a une explosion, on a 40 exemplaires. Et puis on peut se dire qu'en gros, on tourne autour d'une vingtaine d'exemplaires dans les années qui suivent, par an. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que des réductions ont été réalisées. Une première fois en 1880, 2 réductions. Elle en fait encore réaliser 2 autres dans les années 1890. Donc, on arrive à 5 modèles différents. Donc, si la Compagnie des Bronzes le fait encore dans les années 1890, donc 20 ans après l'acquisition du modèle, on peut se dire c'est que le modèle marchait. Il était vendu. Et il n'était pas vendu qu'en bronze. On le vendait en marbre, en terre cuite, en biscuit. On voit aussi des Suzons sur différents types de socles. Des socles d'abord en bois, et puis après des socles en marbre, des marbres de différentes couleurs. La Suzon, elle est aussi déclinée en des patines différentes. Il y a les Suzons qui sont patinés or, et des Suzons patinés or et argent. Puis on trouve aussi des Suzons avec une patine plutôt brune. Donc ce qui montre que vraiment le succès est au rendez-vous. Après ce succès, il va décliner, c'est l'histoire même de la mode et du goût pour ce type de décoration. Mais ça fait partie des grands succès de la Compagnie des Bronzes. C'est un immense succès pour la fonderie car à l'époque, il était de bon ton de décorer son intérieur de bustes d'artistes, symbole très bourgeois de réussite sociale.
Il fallait avoir son buste de Suzon dans son salon, ou des statuettes, ou des encriers, ou des plafonniers. Bref, on surchargeait, c'était très ostentatoire. Il y avait beaucoup de mobilier, des tapis, des tentures. Donc vraiment, on montre son rang social. On a la trace d'une vente d'un buste de Suzon à 100 francs en 1904. Il faut savoir qu'à cette époque, un ouvrier dans les mines gagne 4 francs par jour. Si c'est un homme, une femme gagnera 2 francs. C'est environ. Donc 100 francs, c'est quand même un produit de luxe. Mais c'est un montant que la bourgeoisie moyenne peut se permettre. Et ça, c'était vraiment un objectif pour la bourgeoisie. C'était de pouvoir décorer ses intérieurs avec ce genre de représentation artistique qui, autre part, était plutôt réservé à une élite, à une aristocratie qu'on voit dans les musées, etc. Et donc, la clientèle visée, c'est clairement la nouvelle bourgeoisie. C'est un produit quand même plutôt de luxe. Un produit de luxe qui peut être fondu selon 2 savants procédés, le moulage au sable ou le moulage à la cire perdue. On a fait des recherches pour savoir de quelle façon il a été reproduit. Il semblerait qu'il ait été reproduit à la fois au sable et à la fois à la cire perdue. Il faut savoir que la technique de la cire perdue avait été un peu oubliée. Elle est réintroduite d'abord à Paris et la Compagnie des Bronzes, qui est très réputée pour son savoir-faire, ne peut ignorer que cette technique revient un peu au goût du jour. Elle va faire pendant plusieurs années des tentatives pour mettre au point la technique dans ses ateliers et elle y parvient. Donc on peut vraiment dire que la Compagnie des Bronzes a été un moteur pour la réintroduction de la technique à la cire perdue en Belgique. Et elle va devenir celle aussi qui a un très grand savoir-faire en la matière. Et donc on voit en effet, quand on fait des recherches dans les archives de la Compagnie des Bronzes, que le buste de Suzon, parfois il est simplement mis qu'il a été réalisé, fondu à telle date, et parfois il est mis à la cire perdue, nouveau procédé. Parce que la technique de la cire perdue, c'est une plus-value. C'est une plus-value et un argument de vente. Parce que le rendu à la cire perdue est généralement plus fin. On peut faire des choses plus délicates. Et donc c'est vraiment un argument. Et pour nous éclairer sur la différence entre ces 2 techniques de fabrication chères à Rodin et plutôt rares aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Françoise, fondeuse dans ce temple du bronze. Alors là, je vais commencer un moule au sable. Donc une des techniques qui se faisait à la Compagnie des Bronzes pour couler le buste de Suzon. Donc on a ce plâtre original dont on doit prendre l'empreinte avec ce sable. Et ce sable, en fait, quand je le presse très fort, va s'auto-durcir. Donc on appelait ça l'étape du damage. Je vais remplir ce moule de sable et le damer le plus fortement possible pour prendre l'empreinte exacte du modèle en plâtre. Pour pouvoir couler mon bronze, je vais devoir enlever ce prototype en plâtre et donc je vais devoir utiliser un double châssis. Alors, ne pas oublier le talc. Le talc, en fait, ça permet d'isoler et de pouvoir séparer les 2 parties du moule. Sans ça, on ne sait pas enlever le plâtre original du moule. Il faut se rendre compte qu'on doit refaire un moule par pièce obtenue en bronze. Et comme la pièce de Suzon a été reproduite à pas mal d'exemplaires, bien, on devait chaque fois répéter ce genre d'étape. Donc là, ici, je vais ouvrir mes 2 châssis. Donc là, vous voyez que j'ai l'empreinte qui s'est formée. Je vais enlever mon prototype en plâtre. Voilà, donc on a le vide ici. Et c'est le vide qu'on va remplir avec le métal en fusion. Alors, à la technique au sable, il va y avoir une couture qui va suivre finalement les 2 châssis. Chose qu'on n'aura pas à la technique à la cire perdue. Le moule prêt, Françoise va y couler le bronze en fusion chauffé à 1200 degrés. Un des avantages de la technique au sable, le moule n'a pas besoin d'être chauffé. Donc on va couler directement le métal en fusion.
C'est vrai qu'au niveau de la technique à la cire perdue, on doit absolument couler dans des moules qui sont chauds à minimum 200-300 degrés pour avoir une fluidité du métal, chose qu'on n'a pas besoin avec la technique ici au sable. Il faudra attendre plusieurs heures pour découvrir le résultat, puis confier la sculpture à un ciseleur, un finisseur et autres corps de métier pour réaliser un bronze comme le buste de Suzon. Notre spécialiste nous explique maintenant la technique de moulage à la cire perdue. Elle a aussi été utilisée pour notre buste de Suzon. Ce procédé est considéré comme le mieux approprié par les sculpteurs car il offre un résultat plus fin et plus proche de l'original. Alors, pour la technique à la cire perdue, on a ce plâtre original dont on doit prendre l'empreinte extérieure pour avoir le moule. Dans ce moule, on va couler une cire liquide qui va prendre en fait la forme de la pièce. Cette sculpture en cire, on va l'enrober d'une matière réfractaire qui va résister à la température du métal, ce qu'on appelle un moule de potée. On va devoir cuire ce moule. Et à la cuisson, la cire en fait va disparaître, va fondre et va laisser un vide. Et c'est dans le vide que le métal en fusion va arriver. D'où le nom cire perdue, puisque à chaque exemplaire d'un des bustes de Suzon, il fallait recouler une cire originale. Dans une fonderie comme la Compagnie des Bronzes, chaque étape de travail passait par des ateliers différents. Donc pour la technique à la cire perdue, un buste de Suzon passait par 8 à 10 ateliers différents. Donc ça ne se faisait pas en un jour ni en une semaine, ça pouvait prendre finalement plusieurs semaines pour réaliser un buste de Rodin. Nous venons donc de découvrir qu'une grande quantité de bustes de Suzon a pu être produite. Mais l'industrialisation de son œuvre était-elle au goût du jeune sculpteur? Rodin était-il pleinement satisfait de son accord avec la Compagnie des Bronzes? Il est clair que Rodin n'aimait pas trop parler de ses œuvres de jeunesse, dont voilà, il ne tirait pas une énorme fierté. Mais il semblerait qu'il se soit confié à un ami et biographe contemporain d'être assez mécontent de l'accord qu'il avait trouvé avec la Compagnie des Bronzes et qu'il a estimé avoir été un peu exploité. Mais quoi qu'il en soit, la vente du modèle et des droits va lui permettre de rassembler suffisamment d'argent, de partir en Italie et donc finalement d'entamer ce parcours qui va faire de Rodin ce qu'il va devenir après. Notre enquête au pays de Rodin nous permet de comprendre combien ce buste de Suzon a changé le cours de la vie du sculpteur. Pour Rodin, rien ne sera plus jamais comme avant. Et même si les 2025 francs de la vente ont pu le faire un peu grogner, l'artiste va prendre le large et voyager en Italie à la découverte des secrets de son maître absolu, Michel-Ange. Il va aller à Milan, il va aller à Rome, il va aller à Naples, faire un grand tour. Le grand tour qu'il n'a pas pu faire en étant aux Beaux-Arts, il va le faire lui-même à l'âge de 36 ans. Il va se nourrir de tout à Florence, il va se nourrir de Michel-Ange, du Bernin. Et là, il va découvrir ses erreurs et il va s'en nourrir. Donc à cette époque-là, qu'est-ce qui va vraiment l'inspirer? L'Italie, tout simplement. La technique des profils, c'est-à-dire qu'en Italie, Rodin se rend compte qu'une sculpture ne doit pas être vue dans un plan de face, mais qu'on doit tourner tout autour et que lui doit donc modeler à la fois ses portraits, mais aussi ses figures, ses corps, en tournant autour et donc en multipliant les contours. Et ça, c'est aussi une technique héritée de l'Antiquité et de la Renaissance. Sa sculpture avant est relativement statique, sa sculpture après l'Italie est très dynamique. C'est en cela qu'il se démarque de ses maîtres, et c'est là qu'on commence à voir qu'il va imposer son génie à lui. Il se démarque par une chose qui nous frappe toujours aujourd'hui, bien entendu le mouvement, mais aussi la sobriété. À l'époque, la sculpture est une sculpture éducative. Elle est là pour porter un message.
La sculpture est un moyen relativement simple pour apprendre et pour montrer un exemple politique. Rodin, lui, va la débarrasser de tous ces artefacts et va juste se concentrer sur la beauté du corps humain, sa vitalité, et c'est ça qui va en faire une vraie différence, c'est-à-dire qu'elle est intemporelle. Alors, Suzon, 1872, avec quelle œuvre il marque sa différence ? Rodin est quelqu'un qui vient d'un milieu pauvre, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu, c'est quelqu'un qu'on a humilié. Peut-être les femmes l'ont humilié, on ne le sait pas, mais en tout cas le système l'a humilié, donc il a en effet faim. Il a vraiment besoin de prouver qu'il est différent. Il suit au début le chemin de ses maîtres, et puis ensuite il se rend compte que le monde est en train de changer et que lui-même est en train de changer et qu'il n'a pas envie de faire des faunes avec des arcs, des bacchantes au bord de l'eau. Il a envie de faire quelque chose de plus parlant. Il prépare un grand sujet pour une exposition, c'est l'âge d'airain. Aujourd'hui, vous pouvez toujours voir des œuvres de Rodin dans Paris. Vous pouvez aller voir l'âge d'airain dans le 16e arrondissement. Des œuvres de Rodin en plein Paris. Harold et moi décidons d'aller découvrir cet âge d'airain, si caractéristique du style de Rodin. Nous voici dans le 16e arrondissement de Paris, au centre de cette jolie place créée en 1928 et dédiée à la mémoire de l'artiste de génie, trône cette sculpture représentant un jeune soldat. Alors Harold, ici nous sommes dans le 16e, place Rodin, donc en plein cœur de Paris. Et on est en train d'admirer une sculpture qui marque vraiment une rupture dans son travail. C'est exact. C'est la première sculpture monumentale réalisée par Auguste Rodin en 1877, donc 5 ans après l'exécution du fameux buste de Suzon. En 1877, Auguste Rodin présente cet homme nu, et vous voyez qu'il est représenté de façon très réaliste. Il n'y a pas d'idéalisation. Regardez par exemple les oreilles. Il a les oreilles un petit peu décollées. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il abandonne l'idéalisation de la sculpture classique pour se rapprocher de détails très réalistes et parfois un petit peu étonnants. C'est véritablement un homme représenté au naturel. Et les critiques de l'époque ont été un petit peu choqués par cet homme représenté sans aucune idéalisation. Elle est dans une taille réelle en fait, hein. C'est une statue réaliste. Elle mesure 1,78 m. Donc les critiques de l'époque ont été un petit peu choqués et on a même cru que Rodin avait moulé cette statue d'après un modèle vivant ou même d'après un cadavre. Rodin a répliqué, non, c'est évidemment une œuvre qui a été entièrement modelée à la main. Et d'ailleurs, 1 an plus tard, Rodin, pour clore la polémique, va faire un grand Saint Jean-Baptiste nu qui mesure plus de 2 mètres de haut pour bien montrer qu'il sait réaliser une sculpture, pas du tout modelée sur un corps humain. Donc déjà, il choque, c'est du jamais vu. C'est extrêmement choquant. À l'époque, c'est un homme nu dans son plus simple appareil. C'est pas tellement une surprise, ça, puisque les statues de l'Antiquité proposaient que des nus. Absolument, mais à l'époque antique, on idéalise la musculature. Là, c'est vraiment un corps humain dans toute sa simplicité qui est représentée. Et même la pose de ce personnage, c'est pas une pose académique. À l'origine, Rodin lui avait mis une lance dans la main gauche, vous voyez ? On peut imaginer une lance et il a enlevé la lance pour se focaliser sur le mouvement, sur la beauté du geste et enlever tout attribut qui pourrait être d'ordre mythologique ou idéaliste. Et cette sculpture, il va l'appeler l'âge d'airain. Alors, l'âge d'airain, en fait, c'est une période historique qui vient après le néolithique et avant l'âge de fer. C'est une espèce d'hommage de Rodin à cette période historique. L'airain, eh bien, c'est le nom ancien pour désigner le bronze, alliage de cuivre et d'étain. On fait le tour ? Parce que j'ai l'impression que ce jeune homme a un fessier tout à fait bien rebondi. Et alors, vous savez qu'on connaît l'identité du modèle qui a posé pour Rodin. Ah bon ? Il s'agit d'Auguste Nette,
qui était un soldat de l'armée belge, âgé de 22 ans. Et Auguste Rodin a choisi une personne qui n'était pas du tout habituée à poser pour les sculpteurs, justement parce que les modèles des sculpteurs prenaient des poses trop académiques, trop convenues. Là, il a eu la simplicité d'un homme, un vrai. Et ça Il lui a n'a plu. pas vraiment la pose d'un soldat d'ailleurs. Eh bien non, effectivement. C'est pour ça que la statue a eu plusieurs noms. L'homme qui s'éveille, le vaincu, le soldat blessé. C'est assez étonnant de voir qu'une œuvre peut avoir plusieurs identités. Par rapport à son travail, je trouve que le corps est assez lisse. Oui, dans l'évolution de la carrière de Rodin, on est encore à son début, 5 ans après le buste de Suzon, mais on s'éloigne de l'académisme de Carrier-Belleuse et on a vraiment une veine naturaliste, réaliste, hyper réaliste, qui est déjà une première approche de Rodin avant des choses beaucoup plus fougueuses qu'on observera un petit peu plus tard. Il a quel âge à ce moment-là, Rodin? Alors en 1877, Rodin est âgé de 37 ans. C'est le début de sa carrière et ça va être le début des grandes commandes puisque le premier âge d'airain va être acheté par la ville de Paris. Donc c'est le début des commandes officielles et le début de la célébrité de Rodin. Il y en a d'autres dans le monde ou dans d'autres villes, Oui. des âges d'airain? Oui, il y a d'autres versions. Une version qu'on retrouve au musée Rodin, une version au musée d'Orsay et quelques exemplaires parmi celui-ci que nous avons, place Rodin, dans le 16e arrondissement. Donc là, il est en bronze, une patine classique. Oui, alors la patine vert-de-gris, c'est une patine assez classique pour les bronzes qui sont disposés en plein air. C'est une patine qui résiste assez bien au temps. Ouais. Alors c'est vrai qu'il a un visage. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce visage? Il a les yeux fermés. Oui. Ce qui donne un peu de mystère à cette représentation. On peut dire que c'est une statue plutôt aérienne. Là, c'est encore assez aérien et plus sa carrière va évoluer, plus on verra des formes massives qui semblent surgir de terre. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, Harold, je vous propose que nous continuions notre balade dans Paris sur les traces de Rodin. Nous allons poursuivre notre enquête pour constater l'évolution de son travail au fil des ans. Avec plaisir, allons-y. Je vous suis, je vous emboîte le pas. Plus j'en apprends sur Rodin, et plus j'ai envie de connaître sa vie, de me plonger dans son intimité. Nous retournons auprès de l'expert Jérôme Leblé, au savoir illimité. La grande différence avant et après l'âge d'airain chez Rodin, c'est cette recherche du mouvement. Chez Rodin, ce qui est important, c'est l'émotion. Vous allez ressentir un sentiment d'amour, un sentiment de chute, un sentiment de vitesse. Il n'y a pas de leçon à donner, il y a des sensations. Et l'âge d'airain prend justement cette position du contrapposto, le genou légèrement en avant, les épaules qui se décalent, les hanches qui bougent un petit peu. Toute la spirale est déjà là. Et l'âge d'airain qu'il va présenter à Paris en 1877 va créer un énorme scandale. Et dans cet âge d'airain, il a enlevé l'attribut principal de ce soldat, sa lance, qu'il va mettre de côté pour se focaliser uniquement sur le mouvement du personnage. L'âge d'airain nous paraît aujourd'hui comme simplement une figure nue d'un homme en train de s'éveiller ou en train de réfléchir, mais la motivation première de l'âge d'airain, c'est d'abord un souvenir de la défaite française dans la guerre franco-prussienne de 1870. On est, si vous voulez, sur un sujet qui doit représenter le soldat vaincu. Il n'a rien d'un soldat quand même. Il n'a pas de pose de soldat, Voilà. aucun attribut. La seule référence à un soldat que l'on peut avoir, c'est la trace sans doute peut-être d'un chapeau ou d'une arme qu'il tenait et qui devait se fixer sur la tête. Donc ici, il y a une entaille qui est toujours visible et qui fait penser justement à un homme blessé, mais qui est juste un hasard. Rodin adore les hasards. Rodin va considérer que le gel l'a aidé dans son travail, qu'un accident, une pièce qui est tombée doit être conservée dans son état. Donc là, on est vraiment sur une pièce qui est volontairement, au départ, dans un but un peu politique, pour plaire aux juges de l'époque, et puis ensuite, il va la dépouiller complètement. Donc là, on est en 1877. Il fait scandale. Il continue par quoi alors? Il essaie de rentrer à nouveau dans le moule ou au contraire, c'est le cas de le dire, ou au contraire, il se distingue encore plus? L'âge d'airain a cette place très particulière de lui servir de tremplin et de lui générer suffisamment d'argent pour passer à l'étape d'après. Après 1877, Rodin revient à Paris. Et là, il a suffisamment de soutien pour avoir des achats de l'État.
l'État va acheter l'Âge d'airain en bronze en 1880 et ensuite lui commander un Saint-Jean-Baptiste en 1881 et surtout cette grande porte de l'enfer qui est un projet de porte monumentale pour le musée des arts décoratifs qui aujourd'hui se situe à la place du musée d'Orsay. Rodin reçoit la commande et il ne va jamais achever véritablement cette porte qui mesure 6 mètres de haut et dans laquelle il y a plus de 300 sujets. Il a quel âge? Il a 42 ans, donc c'est déjà un homme mûr. Pour beaucoup d'artistes, toute leur histoire est derrière eux. Pour Rodin, c'est le début. À quel moment il rencontre Camille Claudel? Il la rencontre en 1882, elle est une jeune, elle a à peine 18 ans. Elle est déjà fascinée par Rodin, elle? Pas du tout, Non. pas du tout. Elle a un maître qui s'appelle Alfred Boucher, qui est un autre sculpteur. Et puis, à un moment, Alfred Boucher est appelé en Italie et doit chercher un autre maître pour Camille. Et il pense évidemment à Rodin. Et le charme fait son œuvre. Et petit à petit, elle rentre dans la vie de Rodin. Mais il est fasciné tout de suite par son travail? Je pense qu'il est fasciné par les deux. Il est fasciné par la volonté de Camille et il est fasciné par déjà les possibilités qu'il voit dans son travail. Mais Camille Claudel et Auguste Rodin, c'est aussi une histoire d'amour romantique passionné. J'emmène Harold à la découverte de cette femme d'exception qui a bouleversé le travail de Rodin. À Nogent-sur-Seine, Cécile Bertrand veille sur l'œuvre de Camille Claudel depuis l'ouverture du musée en 2012. C'est ici, parmi les collections, que notre conservatrice nous guide jusqu'au Graal, le buste du sculpteur, réalisé par Camille. Il est même devenu son portrait officiel lors des grandes expositions qui lui seront consacrées. Donc là, on va entrer dans la maison de ses parents. C'est ça, et où elle a vécu, où elle a fait ses premières sculptures, en fait, encore adolescente. C'était une artiste vraiment très précoce. Où elle était donc élève de Boucher. C'est ça. Et voilà donc ce fameux buste de Rodin. Et oui, c'est vraiment un témoignage de la complicité des deux artistes. On parle parfois d'autoportrait pour illustrer la proximité d'inspiration de Camille Claudel et d'Auguste Rodin. La manière dont elle arrive à rendre la force créatrice du sculpteur, notamment dans son regard déterminé, qu'on voit aussi dans la manière dont il fronce le front. Et puis ce qui est vraiment extraordinaire et très personnel à Camille Claudel, c'est la manière dont se développe la barbe, qui devient presque un motif abstrait, en fait, extrêmement creusé, extrêmement tourmenté, et qui devient presque comme un rocher qui forme le socle du buste. Ce qu'on retrouve dans pas mal de ses sculptures, je pense à la valse par exemple, où il y a toujours une continuité dans le socle. Oui, effectivement, qui vient vraiment asseoir la sculpture. Et cette sorte de motifs qui deviennent presque abstraits, on retrouve ça aussi dans les cheveux, par exemple dans certaines petites châtelaines, qui deviennent vraiment un motif plastique extrêmement travaillé et virtuose, et surtout une recherche esthétique. Alors ça, c'est au début de l'œuvre de Camille Claudel où son art est déjà affirmé? Alors son art est quand même vraiment déjà affirmé. Là, pour le plâtre, on est en 1888 environ. Alors à ce moment-là, Rodin est déjà un maître? Oui. Il est déjà très connu. Rodin est déjà un maître respecté, absolument. Et, il a quel âge quand ils se rencontrent? Alors, Rodin, il est né en 1840, donc en 1882, il a 42 ans. Bravo. Et Camille Claudel a 18 ans. voilà, elle est toute jeune, et c'est le coup de foudre, en 1882. Et la passion va durer pendant 10 ans. Et surtout, il y a une sorte d'émulation, de stimulation entre eux. Ils trouvent quelqu'un avec lequel partager. Oui, je pense que c'est vraiment, si leur relation était si forte, si passionnée, je pense que c'est d'abord parce que c'est la rencontre entre deux artistes pour qui, en fait, leur art, c'était vraiment tout. Et en fait, chacun a trouvé l'autre un peu l'alter ego qui lui a permis de développer son art, d'évoluer. Ils vont travailler ensemble combien d'années? La relation va vraiment durer pendant 10 ans et au bout de 10 ans, peu à peu, ils vont s'éloigner l'un de l'autre et peu à peu se séparer. Mais pendant ces 10 années, il y a vraiment une relation de complicité fusionnelle et fusionnelle, où ils vont travailler dans le même atelier, d'après les mêmes modèles. Et surtout, chacun va porter un regard sur le travail de l'autre. Le biographe de Camille Claudel dira que Rodin a eu le bonheur d'être toujours compris avec Camille Claudel. Est-ce qu'elle l'a fait évoluer dans son travail de sculpteur?
Alors certainement, on sent effectivement tout le chemin que Rodin parcourt pendant qu'ils travaillent ensemble. Et on peut voir en fait, quand on compare les œuvres qu'ils réalisent l'un et l'autre, qu'il y a certes une influence de Rodin, du maître, sur l'élève, mais qu'il y a aussi une influence que Rodin trouve dans les sculptures de Camille Claudel. Qu'est-ce qu'elle lui apporte dans ses œuvres? Plus de sensibilité, plus de féminité, plus de nervosité, plus de modernité? C'est difficile à dire parce que c'est vraiment un dialogue. C'est-à-dire que l'un apporte à l'autre, c'est plutôt quelque chose qu'ils vont construire ensemble et qui va leur permettre de progresser ensemble et de développer leur travail personnel. Si la relation amoureuse de Rodin avec sa jeune élève semble avoir connu d'interminables conflits, leur travail en duo a été source d'émerveillement et d'inspiration. Et je compte bien sur Jérôme Leblay, notre spécialiste d'Auguste Rodin, pour nous éclairer davantage sur le lien qui les unissait. Alors, sur quelles œuvres communes il travaille? L'une des œuvres les plus puissantes de Rodin pour moi est La femme accroupie. C'est une petite femme vraiment recroquevillée sur elle-même. Chez Rodin, elle a un côté animal, elle a un côté extrêmement expressionniste. Les muscles sont en saillie, on dirait un animal. L'approche de Rodin, enfin la vision de la femme chez Rodin est une vision qui n'est pas obligatoirement une vision paisible. Il a peur de la femme. Il a peur de leur force, de leur amour, et elle lui échappe d'une manière générale. Il n'a pas eu de succès quand il était jeune, et aujourd'hui avec Camille, les relations sont très violentes. Est-ce qu'il y a besoin de souffrir? Est-ce que ça fait partie des artistes qui a besoin de se nourrir de la souffrance? Sa plus grande œuvre, c'est l'enfer, c'est la porte de l'enfer. La plupart de ses représentations du couple est un couple qui se déchire, qui s'aime passionnément, mais c'est quand même un couple qui se déchire. Et il a besoin en effet de souffrir. Est-ce qu'il a besoin de souffrir par rapport à son histoire personnelle, par rapport à ses croyances, qui ne sont pas des croyances religieuses absolues, mais il navigue dans une utopie de ce qu'a pu être notamment le Moyen-Âge et la religion. La femme accroupie donc de chez Rodin est très nerveuse. Camille Claudel réalise aussi une femme accroupie mais différente? Alors nous avons eu la chance il y a à peu près 15-20 ans de découvrir en Roumanie une femme accroupie de Camille Claudel qui était passée complètement inaperçue, inconnue depuis la mort de l'artiste. Et cette pièce montre toute la différence entre les deux artistes. C'est-à-dire que celle de Rodin ressemble à un animal qui est pris au piège, mais avec une très forte tension érotique. Celle de Camille est une jeune femme blessée, est une figure extrêmement... On a envie de la saisir entre ses mains, tellement elle est belle et fragile. C'est toute la différence entre Rodin et Camille. L'un est plein de passion, de force, de destruction, Eros et Thanatos. De l'autre côté, on a Camille, elle est beaucoup plus, je ne vais pas dire intelligente, mais beaucoup plus sensible. Ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre qui, pour lui, à ses yeux, se démarquait des autres? Le grand échec de la vie de Rodin, enfin de la carrière de Rodin, est le Balzac, qui se trouve boulevard Raspail. Il travaille énormément à ce projet, il va faire une œuvre révolutionnaire qui n'est pas du tout reconnue par ses contemporains. Et pour lui, ça restera une blessure permanente. Balzac, auteur prolifique de la comédie humaine. Bon, donc là c'est bruyant, hein. Il y a des travaux partout là dans ce 6e arrondissement. Quartier formidable de Paris. J'adore, le boulevard Raspail, c'est formidable, avec des œuvres d'art au milieu des carrefours. Dont une fameuse sculpture de Rodin qui se trouve ici à l'angle du boulevard Raspail et du boulevard Montparnasse. Voilà, c'est ça. Et c'est donc la fameuse statue de Balzac. C'est le monument à Balzac, exactement. Qui a été tant décrié à l'époque. Et oui, c'est une statue qui a fait polémique. Alors, c'est la Société des gens de lettres qui décide de faire réaliser un monument à la mémoire de Balzac, qui est mort en 1850. Et Rodin est choisi par le président de la Société des gens de lettres, qui n'est autre qu'Émile Zola, pour réaliser cette sculpture. Alors, il n'y avait pas eu Alexandre Dumas avant qui avait eu l'idée? Eh bien voilà, Alexandre Dumas avait eu l'idée juste au moment de la mort de Balzac, mais le projet n'avait pas vu le jour. C'est ça. Et alors, Rodin va travailler sur cette sculpture entre 1891 et 1897. Il va réaliser des tas d'esquisses, des tas de projets pour présenter quelque chose qui ne va pas plaire du tout.
C'est un échec total. La sculpture est décriée par tout le monde. On compare ça. C'est-à-dire que ça change totalement de ce qu'il avait fait jusque-là. Et c'est pas du tout la représentation d'un grand homme tel qu'on l'imaginait à l'époque, avec un style un petit peu particulier. Vous voyez que Balzac est emmitouflé dans sa robe de chambre et les critiques n'ont rien compris à cette sculpture. On l'a qualifié de dolmen déséquilibré, de bonhomme de neige, de colossal fœtus. Les critiques ont trouvé ça affreux. On est bien loin du buste de Suzon. Ouais. On n'a plus du tout les mêmes codes. On est très loin de la sculpture classique. C'est une œuvre moderne. 1872, celle-ci, il l'a créée Entre 1891 et 1897. Cette statue n'a pas été inaugurée du vivant d'Auguste Rodin, puisqu'elle a été refusée. C'est Alexandre Falguière, finalement, qui a réalisé le monument d'hommage à Balzac. Et cette sculpture n'a été inaugurée qu'en 1939, 50 ans après sa commande, près de 20 ans après la mort de Rodin. Alors, en quoi elle diffère des codes artistiques de l'époque? Eh bien, vous voyez qu'on est dans quelque chose d'expressionniste. Il y a très peu de réalisme dans cette représentation. Le visage est à peine évoqué et toute la puissance du génie est matérialisée par cette robe de chambre. Donc, les critiques ont trouvé ça beaucoup trop moderne et n'ont rien compris à cette œuvre. Donc, ça veut dire, Harold, qu'à l'époque, il faisait ce qu'il voulait, Rodin, il n'obéissait à aucun code? C'est exactement ça. Rodin était visionnaire. C'est le père de la sculpture moderne. On est très loin des codes de la sculpture académique traditionnelle, à l'influence gréco-romaine, l'influence du XVIIIe siècle. Rodin éloigne tout ça et crée un style vraiment personnel avec des formes, des drapés, une puissance qui est vraiment propre à son œuvre. Comment vous l'interprétez, vous, cette statue? Le fait qu'il soit comme ça, dans un grand peignoir, ça veut dire qu'il est quoi? Ça souligne sa concentration ça... C'est l'allégorie d'un grand homme dans sa tenue de travail. Parce que Rodin s'est intéressé, évidemment, à la biographie de Balzac, à ses portraits, à ses photographies. Et Balzac n'écrivait qu'emmitouflé dans sa robe de chambre. Donc c'est vraiment l'allégorie de son génie dans cette robe de chambre formidable. Et la tête est quand même plus travaillée, le sourcil, le regard a l'air tout à fait expressif. Eh bien, le regard qui est porté au loin, mais vous voyez que tous les détails du visage ne sont pas très bien décrits. On aperçoit une petite moustache, des cheveux, et puis d'autres détails sont un petit peu laissés dans le flou. À l'époque, Rodin est un sculpteur très connu. Oui, Rodin a déjà beaucoup de succès lorsqu'on lui passe cette commande, et l'échec est d'autant plus cuisant que la statue va être refusée par la Société des gens de lettres. Et alors celui qui lui avait commandé, en l'occurrence Émile Zola, oui. Il a fait partie des critiques? Eh bien oui, Émile Zola lui aussi a été un petit peu déçu et la Société des gens de lettres a préféré commander une autre œuvre plus sage à Alexandre Falguière qui représente Balzac assis dans un fauteuil avec sa robe de chambre, mais beaucoup plus sage. Est-ce qu'au moment où il a créé cette sculpture, il y avait un apport de Camille Claudel à ce moment-là, ou elle avait déjà disparu de son entourage? Ah non, Camille Claudel a eu une influence toute sa vie sur l'œuvre de Rodin. Ça a été véritablement une relation extraordinaire entre ces deux êtres. Et l'influence de Camille Claudel a beaucoup marqué Rodin, bien sûr. Elle avait peut-être travaillé sur des esquisses? Non, c'est pas une œuvre connue pour être travaillée à quatre mains. En revanche, l'influence intellectuelle est évidemment présente. Mais alors, cette sculpture n'existe qu'en 4 exemplaires. On a le premier tirage, la première fonte. Ici? Celle-ci? Celle-ci. Et les autres sont conservées, une dans les jardins du musée Rodin à Paris, une autre à Anvers et la dernière au Japon. Donc on a la première version qui a été réalisée. Ils sont aussi dans une fonte de bronze? En fonte de bronze avec une taille monumentale. Donc là, on est vraiment au début du modernisme. Il est avant-gardiste. Eh bien voilà, oui, les critiques d'art reconnaissent en Rodin le père de la sculpture moderne. Ouais. C'est vrai que cette œuvre est étonnante. Hein. Allez, on continue notre enquête, Harold. Quel personnage quand même ce Rodin? C'est fou, parti de rien comme ça. Il a eu une carrière étonnante. Cette statue d'un nouveau style en a étonné plus d'un à l'époque. Pour le sculpteur, cette œuvre, dont certains se sont même moqués, est l'aboutissement de toute une vie. À 60 ans, Rodin est au sommet de son art. Il n'a que faire des grincheux et continue sur sa voie. Est-ce que Rodin avait beaucoup d'argent, gagnait beaucoup d'argent à l'époque? Il a très bien vécu? Rodin est né
dans une famille modeste. Il a vécu très chichement, il a eu des jours très durs, il économisait, il avait froid, il avait faim. Petit à petit, son succès d'artiste lui a apporté un certain confort. À partir de 1900, à partir de la grande exposition qu'il organise en parallèle avec l'exposition universelle, Rodin commence à devenir un artiste très reconnu qui peut faire payer ses sculptures au prix qu'il souhaite. Et là, il dispose d'une certaine aisance. Il a quel âge ? Il a 60 ans. En 1908, il se renouvelle avec la danse. Il a 68 ans. On est à un moment justement où il a besoin de trouver d'autres développements à sa sculpture et toujours en utilisant le mouvement, la rapidité. Il est fasciné notamment à l'époque par le mouvement du cinéma. Il a découvert notamment la photographie grâce à Muybridge et Édouard Marais qui décomposent le mouvement petit à petit. Et donc il a besoin de voir des gens bouger et qui peut mieux bouger qu'un danseur. Il meurt à quel âge ? Il meurt à 77 ans. Malheureusement d'une pneumonie en pleine guerre parce que sa maison n'est pas chauffée. Mais il a eu une crise cardiaque qui l'a beaucoup affaibli à l'âge de 75 ans, à partir de 1915. Est-ce que vous diriez que Rodin est un génie ? Je connais la réponse, mais dites-moi plutôt pourquoi vous pensez que c'est un génie ? Rodin est un semeur. Il a jeté de très nombreuses graines. On a la chance encore aujourd'hui, au musée Rodin, de pouvoir voir des œuvres qui sont à la disposition du public parce que Rodin a voulu passer ce message. Il a voulu créer son musée. À la fin de sa vie, il a passé un accord avec l'État en disant « je vous laisse toute mon œuvre pour que les gens en profitent ». Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des enfants qui viennent. Et ce que j'espère, c'est que ne serait-ce que l'un d'entre eux, un jour, aura une découverte, une vision en se disant « ah, c'est ce que j'ai envie de faire ». Et ça serait merveilleux. Rodin a ramené la sculpture au niveau de la peinture, l'a fait rentrer dans le XXe siècle, a ouvert ensuite des portes pour ses successeurs. Aujourd'hui, la plupart des plus grands artistes contemporains se réfèrent toujours à Rodin, plus de 100 ans après sa mort. Cette enquête auprès de l'illustre Monsieur Rodin nous a permis de nous familiariser avec ce sculpteur qui a révolutionné son art. Grâce à notre périple, nous avons saisi l'importance du buste de la jolie Suzon dans la carrière d'Auguste Rodin. Et quel privilège d'avoir eu cette œuvre entre nos mains lors d'une émission d'affaires conclue. Sans le buste de Suzon, Auguste serait-il devenu Rodin ?